Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref, ici Lydia Jacques. Érable en bref, aujourd'hui, ce sera vraiment une émission tout à fait spéciale qui sera consacrée à la politique. Oui, nos députés ont dû s'adapter eux aussi à cette pandémie en 2020. Notre invité aujourd'hui à Érable en bref est nul autre que Luc Berthold. Luc Berthold, député de Mégantic-l'Érable, mais également ministre du cabinet fantôme conservateur et également responsable du Conseil du Trésor. L'heure est maintenant au bilan. Alors, comment s'est déroulée l'année 2020 en temps de COVID-19? Une partie de la réponse, Luc Berthold l'a d'ailleurs dite en session parlementaire, et voici justement ce qu'il a exprimé. Maudite COVID. Je suis un commerçant, le gouvernement a fermé mon gagne-pain puis l'a réouvert. Mes clients préfèrent pitonner sur leur clavier. Je suis un restaurateur, ma salle à manger s'est vidée. On m'a demandé de me réinventer, mais mes réfrigérateurs sont de nouveau pleins à craquer. Je suis un thérapeute, ma salle d'attente s'est vidée sans que je puisse vous soulager. Je souffre de ne plus pouvoir vous aider. Je suis un jeune entrepreneur. Mon rêve est en train d'étouffer. Je ne sais pas si j'aurai le courage de recommencer. Je suis un étudiant. Depuis que je suis tout petit, on me parle de ces années, de mon bal, de ces parties de l'université. Aujourd'hui, c'est sur TikTok que je dois m'amuser entre deux séances de cours virtualisées. Je suis un travailleur. J'ai de l'énergie à dépenser, mais ma shop a fermé. Je suis déprimé de rester encabané. Je suis un aîné, je suis arrivé à l'âge de liberté, mais je me suis jamais senti aussi abandonné. Les enfants de mes petits-enfants, je les ai jamais rencontrés. Je suis celui que j'ai pas nommé. On ne parle pas de moi à la télé. Les gouvernements m'ont oublié, mais moi aussi ma vie a changé et je n'ai personne à qui me confier. Je suis député. Je n'ai plus de main à serrer, mais tellement de gens à rassurer. Malgré votre masque, parlez. Nos oreilles et nos cœurs ne sont pas masqués. L'honorable. Alors aujourd'hui, côté entrevue, je pense que c'était vraiment important de s'entretenir évidemment avec notre député. Essayez de le reconnaître. Alors, il est député de Mégantic-Érable, ministre aussi du cabinet fantôme conservateur, responsable du Conseil du Trésor. Et j'ai nommé Luc Berthold. Bonjour Luc. Bonjour Lydia. J'en profite pour vous souhaiter nos vœux de bonne année également. Alors, je pense que ça va de soi, hein? Moi, en fait, cette année, je souhaite un vœu de meilleure année parce qu'avec l'année qu'on a connue en 2020, ça a été difficile pour beaucoup de gens. Donc, j'espère que 2021 va être meilleur. Puis, je souhaite à tout le monde beaucoup de santé aussi parce que on voit que la santé prend une place très, très, très importante dans la période qu'on traverse. Donc, j'espère que tout le monde va réussir à passer à travers 2021 sans être infecté par cette maudite bébite qui nous affecte tous. Oui, et ça fait même oublier le déficit budgétaire, hein? Quand oui, on dit que c'est important, la COVID, ça va même dans ce sens-là. Là, Luc Berthold, j'aimerais ça qu'on parle de l'année 2020, même si on veut absolument comme l'oublier. Qu'est-ce qui ressort de cette année-là? Est-ce qu'on a appris des choses, même les sessions parlementaires? Finalement, c'est la première fois de notre vie qu'on doit comme improviser, même en tant que politicien, hein? Ben, c'est effectivement, c'est une année qui a été vraiment particulière. Il n'y a pas personne, quand on a souhaité les vœux du Nouvel An l'an passé, même si on savait qu'il y avait un virus qui se promenait quelque part sur la planète, qui aurait pensé que notre monde, notre vie quotidienne, nos habitudes seraient changées du tout au tout en si peu de temps. On se rappelle en janvier, on parlait, il y avait un blocus ferroviaire. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ça semble, on dirait que ça fait des lustres, mais c'était au début de l'an dernier. Il y a eu une grève au port de Montréal. Nos entreprises avaient de la difficulté à s'approvisionner ou à expédier leurs marchandises. C'était à ça qu'on faisait face au début de l'année. Quand tout à coup, on a été mis face à face à la COVID-19 avec des mesures exceptionnelles, un confinement qu'on n'avait jamais vécu de notre vivant. C'est notre grande crise à nous actuellement. C'est la grande crise de cette génération-là, cette pandémie-là. Ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé des choses au Parlement. Ça a changé la façon de travailler des députés. Ça a changé... bref, notre vie a changé au mois de mars 2020 et on est encore dans cette période-là où
tout change à chaque jour, chaque semaine. Je sais pas si vous vous souvenez, Lydia, les premiers jours, quand on était rivés à nos télévisions, à écouter les premiers ministres nous dire qu'est-ce qui allait arriver, comment on allait agir, qu'est-ce qui allait nous arriver le lendemain, parce que ça changeait du jour au jour. Des gens qui se retrouvaient sans emploi du jour au lendemain, qui attendaient de voir quelles allaient être les mesures pour les aider. Bref, ça a été vraiment une année vraiment spéciale. Oui. Et juste même le fait de siéger, ça veut dire que vos bureaux de comté ont pris aussi plus d'importance. Vous deveniez comme un genre de père de famille à quelque part. On a eu à vivre avec le fait que le Parlement a lui aussi cessé de siéger en personne, ce qu'on n'aurait jamais pensé. On a dû par la suite répondre aux questions des citoyens qui eux aussi étaient inquiets parce que après les conférences de presse des premiers ministres où on nous annonçait toutes sortes de mesures, les gens voulaient savoir comment avoir accès à ces mesures-là. Et malheureusement, les sites Internet n'étaient pas aussi rapidement mis à jour que les annonces des premiers ministres. Donc, ça suscitait beaucoup plus de questions que de réponses. On est devenu une véritable agence de téléphonique. Toute l'équipe était là pour répondre aux questions des citoyens. Puis, ce qui est vraiment particulier, puis les gens le savent pas, c'est les députés, on n'en avait pas plus d'informations que les gens au moment où il y avait des annonces, là. Il fallait écouter les annonces religieusement, nous aussi. Par la suite, on recherchait autant qu'on pouvait s'il y avait des détails qui avaient été mis sur les sites Internet, puis il fallait se forger notre propre opinion, puis par la suite aider les gens. On a eu des centaines d'appels, des milliers d'appels de gens qu'on a essayé d'aider. Je pense qu'on a bien fait. J'ai une équipe extraordinaire avec Isabelle, Hélène et Jessica qui m'ont aidé à faire face à ce flot d'appels qu'on a eu, mais je pense qu'on a réussi à aider beaucoup de gens dans cette situation-là. Puis ça a changé le quotidien. Je dirais que on pensait avec un confinement que ça diminuerait notre travail parce qu'il n'y avait plus d'activités les fins de semaine, il n'y a plus d'activités le soir, il n'y a plus de brunch, il n'y a plus de festival. Mais au contraire, le fait d'être présent, puis de vouloir être présent, puis de répondre aux questions des gens a fait en sorte qu'on a été occupés comme jamais. On est très, très fiers du travail qu'on a fait. Oui, et là, donc, en même temps, on tâte le pouls pour nos prochaines priorités aussi en tant que député. Alors, ce serait quoi vos prochaines priorités si on regarde ça, vu qu'on vient quand même d'effleurer le sujet, là? C'est sûr que je pourrais dire facilement Internet, pour certaines parties du comté, c'est une priorité. On comprend pas. On a pu comprendre l'importance d'Internet dans une situation comme dans laquelle on est actuellement. Sauf que demain, tout peut changer encore. Après-demain, tout peut changer. Donc, la première priorité, c'est de continuer à répondre aux gens, puis de continuer de répondre aux individus, aux entreprises qui ont de la difficulté, aux entrepreneurs qui ont des difficultés à passer à travers la pandémie actuelle parce que les programmes d'aide sont pas tout à fait adaptés. Je pense que la réponse aux citoyens, c'est la priorité encore actuellement, à court terme puis à moyen terme. À long terme, évidemment, nous, ce qu'on souhaite, c'est être capable de reprendre le contrôle de l'économie, de reprendre le contrôle des finances publiques. Non pas qu'on n'a pas appuyé les mesures d'aide aux citoyens, ça prenait une aide massive du gouvernement. On comprend qu'il devait avoir une intervention de l'État. On pense que le gouvernement libéral a un peu perdu le contrôle des dépenses en donnant des chèques à droite et à gauche. On l'a vu avec le dernier épisode où on pouvait même remettre des chèques à des vacanciers qui étaient de retour de vacances dans le sud. Parce qu'il était obligé de se mettre en confinement, il pouvait recevoir jusqu'à un montant de 1 000 $, ce qui est complètement inconcevable, ce qui démontre à quel point la réponse du gouvernement a été plus de dire on va donner des chèques à tout le monde sans voir les conséquences, puis on se retrouve avec des déficits de près de 400 milliards de dollars pour cette année. C'est correct, il y a une partie de cet argent-là, une grande partie qui devait être dépensée, mais on pense que le gouvernement a comme complètement perdu le contrôle, puis ça, c'est important. Donc, en priorité aussi, comme gouvernement, comme Parlement, c'est de redonner de reprendre un peu le contrôle des dépenses. Voilà. Et puis, ben, vous avez parlé beaucoup des aînés aussi, que ça allait devenir une priorité pour vous, que c'était comme inconcevable de les laisser mourir, là. Ça ressemblait à ça un peu vos termes.
Ben, écoutez, c'est évident qu'on a pris conscience encore plus qu'on a beaucoup des aînés, des gens qui ont construit ce pays, qui ont construit notre région, notre ville, qui sont dans des situations plutôt précaires dans des CHSLD. On pense que le gouvernement doit en faire davantage. Je parle en termes monétaires au niveau fédéral, en respectant les compétences des provinces. Le gouvernement fédéral n'a pas à dire au Québec comment gérer son argent, mais je pense que le gouvernement fédéral doit en faire plus au niveau du réseau de la santé. C'est pour ça que notre parti, on s'est engagé à assurer un financement accru, stable et prévisible pour les provinces pour faire en sorte d'améliorer leur situation. Moi, j'ai été confronté aussi avec des réalités qui sont un peu spéciales. Lors de la dernière campagne électorale en 2019, ça fait pas tellement longtemps, j'ai rencontré des femmes qui se retrouvaient avec à peu près pas de revenus parce que leur mari était décédé, puis qu'à l'époque, eux, elles prenaient soin de leurs enfants à la maison. Donc, payaient pas de régie des rentes, payaient pas toutes sortes avaient pas accès au patrimoine familial, puis se retrouvent avec pratiquement rien aujourd'hui. Puis ça, je pense que c'est une lutte personnelle que moi, j'ai décidé de commencer à faire. Mais encore une fois, c'était un de mes objectifs de campagne électorale qui a été un peu bouleversé par la pandémie parce que on doit consacrer beaucoup d'énergie à ça. La santé mentale, on en a parlé. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir. J'ai appuyé une démarche pour qu'on se dote au pays de la ligne 988. Oui. 3 chiffres pour que les gens puissent avoir accès facilement à des ressources s'ils sont en difficulté, qui pensent au suicide. Vous savez, quand on est dans une situation de crise, en matière de santé mentale ou en matière de dépression ou quand ça va pas bien, on n'a pas le temps de commencer à rechercher dans un bottin de numéros de téléphone pour savoir quels sont les numéros de téléphone qu'on doit appeler. Là, il y a véritable, il y a tellement d'endroits où on peut appeler. Le 988 pourrait servir justement facilement de 3 chiffres que tout le monde se souvient, comme le 911, en cas de situation vraiment de crise en matière de santé mentale pour éviter qu'il y ait des décès. Donc, on a appuyé ce projet-là. La Chambre des communes au complet a appuyé le projet de 988. Les municipalités de notre comté nous ont appuyés. J'ai reçu beaucoup de résolutions des municipalités qui nous appuient. Maintenant, on demande au gouvernement d'agir rapidement pour mettre en place l'accès à cette ligne-là qui, en plus, en période de pandémie, pourra certainement aider à sauver des vies. Oui. Et là, pour Emploi d'été Canada, j'aimerais ça qu'on en parle parce que pour faire nos demandes, en tout cas pour les employeurs aussi, on a jusqu'au 26 février 2022, mais c'est le temps de faire les demandes, hein, c'est ça? Il faut même aller plus vite que ça. La limite est au 29 janvier. Ouais. De cette année. Donc, puis là, c'est un peu particulier parce que c'est Emploi d'été Canada pour étudiants, mais les emplois pourront être entre avril et février de l'an prochain. Donc, c'est plus vraiment des emplois d'été. Même le programme s'est adapté à la pandémie. Ça peut être maintenant des emplois à temps partiel. Donc, si des gens désirent de cette année. À partir de cette année, à partir du mois d'avril, ça peut être des emplois à temps partiel. Ça peut le programme, au lieu de financer pour les entreprises privées 50% du salaire des étudiants, en finance 75%. C'est toujours 100% pour les entreprises sans but lucratif, les organismes sans but lucratif. Mais l'important, c'est de faire sa demande avant le 29 janvier. Et vous pouvez faire une demande qui va s'étaler sur toute l'année. Il faut savoir qu'habituellement, le programme donne 8 semaines de travail de 35 heures. Et comme il y a beaucoup plus de demandes qu'il y a d'argent dans le compte, comme l'année passée, on a eu beaucoup de difficultés avec ça. Il y a eu des problèmes avec les fichiers. Il y a des gens qui étaient approuvés qui ne l'étaient plus. Bref, ça a été vraiment une année horrible en matière de gestion du programme d'emploi d'été du Canada pour étudiants. On espère qu'on a appris cette année, puis que l'année prochaine, ça va être plus simple. Donc, c'est possible d'avoir des étudiants, mais il ne faut pas demander d'avoir un étudiant pour 40 semaines, c'est impossible. Il n'y a pas personne qui va avoir ça. Mais si vous avez besoin d'un étudiant 10 heures par semaine pendant X semaines, qui équivaut à peu près à 8 fois 35 heures, ben ça peut fonctionner. Donc, faites vos demandes. Si vous avez besoin d'aide, je vous invite à communiquer avec mon bureau. Ça va nous faire plaisir de vous aider aussi à remplir cette demande-là. Mais la date limite, c'est le 29 janvier, puis c'est important de s'en souvenir. Oui, puis le programme peut se dérouler jusqu'au 26 février 2022. Exactement, voilà. Exactement. Parfait. Maintenant, autre chose, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur... Bien, premièrement, j'ai reçu votre calendrier à la maison. Comment ça a fonctionné? C'est beau, ça ressemble à un livret, finalement, le calendrier. Ben, écoutez, c'était une possibilité qu'on avait cette année de communiquer avec les gens, d'envoyer ce
ce calendrier de l'année 2021. Mais d'envoyer un calendrier avec juste des photos du député, je pense que les gens l'auraient peut-être apprécié une seconde, mais pas tout le temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux artistes de la région de nous faire parvenir une photographie de leurs œuvres pour un peu illustrer les différents mois de l'année 2021. Puis on en a reçu beaucoup. Ça a été très difficile de faire un choix. Il y a certains choix qui ont été faits en fonction des régions, certains en fonction des différentes formes d'art. Et bref, je suis très, très fier de l'édition 2021 du premier calendrier du député. J'espère que les gens vont le conserver toute l'année. C'est une première. On a déjà commencé à recevoir des œuvres pour le calendrier 2022. Donc, les gens, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. C'est comme ça. Donc, ça a été un beau concours. On est très, très fiers du produit final. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent chez nous. Voilà. Et en même temps, bien, je dois vous dire que juste la grosseur de votre calendrier, bien, les femmes sont vraiment contentes. Ça loge dans sa coche. Juste une petite parenthèse en passant. Tant mieux. Un calendrier de sacoche. Oui, exactement. Là, Luc Berthold, revenons un peu sur la légalisation du cannabis parce que à l'époque, c'était une triste nouvelle pour vous. Et depuis ce temps-là, l'eau a coulé sous les ponts. Est-ce que vous pensez toujours la même chose? C'est quoi maintenant votre opinion à l'heure où on se parle? Mais encore une fois, moi, je pense que le gros problème, c'est qu'on nous avait promis que la légalisation serait accompagnée de grands programmes de prévention dans les écoles, de grands programmes d'éducation. Et j'ai pas vu ça apparaître vraiment. C'est le but. La légalisation, en soi, on peut pas revenir en arrière. C'est fait, puis ça va rester comme ça. Mais le gouvernement avait quand même fait beaucoup d'engagements au niveau de la santé mentale, au niveau de la prévention, de l'éducation. On n'a pas vu ça encore vraiment se traduire par des gestes concrets dans les écoles, au niveau de l'aide, au niveau des mesures pour aider les jeunes à justement faire face à cette nouvelle réalité-là, qui est la consommation de cannabis. C'est une réalité, mais je pense que c'est quand même important de ne pas l'encourager. C'est quand même important de dire aux gens que entre choisir une sorte de cannabis ou choisir de ne pas en prendre, il y a une option qui est plus facile puis qui est plus sécuritaire pour la santé, c'est celle de ne pas en prendre. Et on n'a pas vraiment vu les efforts du gouvernement. C'est ce que je déplore par rapport à à la réalité depuis le temps. Puis l'autre chose que je constate, puis on l'avait dit au début, je pense que vous conviendrez avec moi qu'un des objectifs qui était de faire disparaître le crime organisé, c'est pas vrai. Le crime organisé est encore très présent partout. Il y a encore beaucoup de cannabis illégal qui circule. C'est comme on a fait miroiter beaucoup de choses aux Canadiens quand on a légalisé la marijuana, mais malheureusement, les promesses qui devaient expliquer ou justifier la légalisation se sont pas réalisées encore. Voilà. Juste avant de terminer, le côté de la vaccination, parce que c'est quand même un dossier, vous vouliez qu'on parle aussi de cela, le dossier COVID en général, là. La vaccination, parce qu'on entend toutes sortes de choses, comme de quoi qu'on y est allé trop rapidement avec la fabrication du vaccin, que ça va fonctionner ou pas. Deuxième dose, première dose, est-ce qu'une première est assez aussi? Alors, vous en avez entendu parler sûrement du côté de votre région aussi, Luc Berthold. Nous, ce qu'on déplore beaucoup, c'est que le gouvernement a été très naïf dans son approche par rapport à l'approvisionnement du Canada en matière de vaccins. Pendant les premiers mois, jusqu'au mois d'août, le gouvernement s'est basé uniquement sur une entente avec une entreprise de Chine pour fournir aux Canadiens les vaccins dont le Canada pouvait avoir de besoin pour vacciner l'ensemble des Canadiens. Et malheureusement, puis on pouvait s'y attendre, le contrat n'a pas fonctionné. La Chine a tourné le dos au Canada, le gouvernement chinois, puis on s'est retrouvé au mois d'août avec pas d'approvisionnement. Donc, on s'est mis à signer des ententes avec toutes les compagnies, puis c'est parfait. On a beaucoup de vaccins de signés. Malheureusement, on aura des doses après plusieurs pays. Les vaccins qui ont commencé à être distribués n'ont pas fait la différence. On l'a vu parce que ça prend un processus de vaccination qui va être massif, intensif, et le gouvernement fédéral a la responsabilité de fournir aux provinces les doses de vaccins.
le plus de vaccins possible, le plus rapidement possible. Puis là, on parle d'une vaccination qui va s'étendre jusqu'en septembre, octobre, alors que tout ce qu'on souhaite, c'est que la majorité de la population se fasse vacciner le plus vite possible pour qu'on puisse revenir à une vie normale le plus vite possible. Donc, malheureusement, là-dessus, c'est une note très, très basse que j'accorde au gouvernement libéral parce que on a beau avoir un portefeuille de vaccins, comme ils le disent, rempli, des millions de doses de vaccins, mais si on les reçoit après tous les autres pays, ça nous aidera pas. On en a reçu un petit peu avant les fêtes. Maintenant, les efforts doivent être mis sur le fait qu'on puisse avoir plus de vaccins plus rapidement, puis qu'on se mette à avoir vraiment une campagne de vaccination intensive. Quand on parle de vaccination intensive, on est 38 millions de Canadiens. Faut être capable de vacciner 1 million de Canadiens par semaine si on veut être capable de vacciner tout le monde avant la fin de l'année. Et je pense que c'est l'objectif que le gouvernement devrait se donner. Et c'est pour ça, il faut avoir des bonnes ententes. Il faut que le gouvernement corrige ses erreurs et mette tout sur la table pour qu'on puisse avoir les vaccins dont on va avoir de besoin. Voilà. Donc, vous allez vous-même vous faire vacciner aussi, hein? C'est évident. Est-ce que vous êtes un dossier prioritaire? Moi, je pense qu'en ce moment, ce qu'il faut faire, c'est encore une fois saluer le travail de tous les gens qui travaillent dans le réseau de la santé, les infirmiers, les médecins, les spécialistes, les gens qui vous reçoivent à la porte, les gardes de sécurité, les ambulanciers, tous ces gens-là qu'on oublie trop souvent. Je pense que s'il y a des gens qui doivent être vaccinés en premier, c'est eux, c'est ceux qui sont en contact direct le plus souvent avec la population. Tous ceux et celles qu'on appelle les travailleurs essentiels. Merci de ce que vous avez fait. Les gens dans les services de garde qui prennent soin des petits poupons pour permettre aux gens, les travailleurs des services essentiels d'être là, eux aussi doivent être vaccinés en premier parce que c'est ça. Il faut prendre soin de notre monde, mais pour prendre soin de notre monde, il faut prendre soin de ceux qui en prennent soin. Donc, c'est les priorités. Moi, je suis capable de faire du télétravail. C'est sûr que je vais me faire vacciner. Puis s'il faut, pour donner l'exemple, je vais le faire en premier. Mais je veux pas prendre la dose de quelqu'un qui va faire en sorte qu'il ne pourra pas peut-être aller travailler puis aider d'autres personnes. Voilà. Il me reste 2 questions. Le temps nous bouscule. Vos priorités locales maintenant pour 2021? Ben, on va continuer à travailler sur aider les gens pour faire face à cette pandémie-là. On va aider les entreprises. Il y a eu beaucoup de problèmes avec l'immigration. Beaucoup de gens des entreprises ont de la difficulté à faire venir des travailleurs pour faire fonctionner leur entreprise. On a travaillé beaucoup là-dessus l'an dernier. On va continuer à travailler là-dessus. Internet, le cellulaire, l'aide aux agriculteurs, aider les petits restaurants, les petits entrepreneurs, les travailleurs autonomes. Je pense que c'est super important qu'on le fasse. Au niveau national, Lydia, on a un nouveau chef, Erin O'Toole, qui est le nouveau chef des conservateurs, qui m'a confié le mandat du Conseil du Trésor. C'est un mandat très important. Vous savez que le Conseil du Trésor contrôle les dépenses. Il y a beaucoup de dépenses, donc je pense que je vais avoir beaucoup à m'occuper au cours des prochaines semaines puis des prochains mois pour essayer de voir plus clair dans l'ensemble des dépenses, qu'est-ce qu'on peut faire pour, en collaboration avec les syndicats de la fonction publique, pour faire en sorte que cette nouvelle réalité-là du travail à distance devienne peut-être une opportunité pour nous, pour reprendre le contrôle tranquillement, pas vite, des dépenses du gouvernement. Mais encore une fois, il faut le faire en collaboration. Il n'est pas question de couper partout, là, parce que on comprend que c'est une situation exceptionnelle, puis ça demandait des réponses exceptionnelles. Voilà. Et une autre réponse, vous allez sûrement vous représenter aux prochaines élections. Au fait, c'est quand les prochaines élections? Il n'y a pas de date, hein? Non, normalement, on devrait avoir encore à peu près 3 ans au mandat, parce que l'élection est en 2019, mais c'est un gouvernement minoritaire. Notre chef Erin O'Toole a déclaré encore la semaine dernière que c'est pas dans notre intention de déclencher comme opposition des élections en pleine pandémie. On pense qu'on doit consacrer notre énergie et nos efforts à combattre la pandémie. Cependant, il est fort possible que le gouvernement lui-même décide de plonger le pays dans une élection au mois de mars, peut-être au mois d'avril, n'importe quand au cours des prochaines semaines, des prochains mois, parce qu'on l'a vu dans certaines provinces où il y a eu des élections avant les fêtes, les gouvernements minoritaires ont été portés au pouvoir majoritaire. Donc, ça peut être tentant pour le gouvernement libéral de le faire, sauf qu'il faut tenir en compte qu'on traverse une situation vraiment exceptionnelle, d'amener tous les gens de tout le pays à voter
en pleine pandémie alors que les cas sont en hausse, ce serait un peu irresponsable selon moi. Sauf qu'on est prêt. Je vais me représenter, évidemment, parce que j'ai pas encore réalisé tout ce que je voulais faire. Je me suis présenté la dernière fois pour un mandat de 4 ans. Ça fait juste 1 an, donc j'ai encore plein de choses que je veux faire pour les gens de Mégantic-l'Érable. Et si le gouvernement décide de déclencher des élections, je serai prêt. Mmh. Maintenant, peut-être pour, une note, parce qu'on entend beaucoup dire, la population générale, bon, on a peur à une famine, à des manques, de provisions, puis même, est-ce qu'on s'en va vers une récession? Alors, qu'avez-vous à répondre à ces gens-là qui sont très inquiets parce qu'il y a un taux d'anxiété quand même, à Ouais, mais l'endroit je des pense, je, transports? je pense qu'au niveau de l'approvisionnement, puis tout ça, je rassure les gens, là, c'est comme la folie du papier de toilette qu'on a eu au début du confinement. Il se part toutes sortes de rumeurs Mmh. qui sont pas fondées. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement à prévoir à court terme parce que la manière dont ça fonctionne, toute la chaîne d'approvisionnement est jugée prioritaire par les gouvernements, non pas seulement ici au Canada, mais partout dans le monde. Donc, la production continue. Des fois, il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement de certaines marques, de certains types de produits, mais il n'y aura pas de problème d'approvisionnement comme ça. Le problème, c'est vraiment l'anxiété en général que cause l'incertitude. Qu'est-ce qui va nous arriver demain? Comment ça va se poursuivre? Et ça, il y en a beaucoup dans la population. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement d'être plus prévisible, plus transparent, de vraiment donner l'heure juste aux Canadiens au fur et à mesure sur la vaccination, sur les sommes, sur les programmes, de pas annoncer un programme une journée puis attendre 2 semaines, 3 semaines avant de donner les détails. Je pense que c'est important. Les gens ont besoin d'avoir confiance dans les gens qui les dirigent actuellement et c'est ce qu'ils attendent de nous. Moi, tente de faire mon possible. Dans l'opposition, je prends pas de décision. Donc, j'attends moi aussi les décisions du gouvernement comme la majorité des gens, mais je suis là pour aider. Puis, j'invite encore une fois les gens, si jamais il y a des problèmes, quels qu'ils soient, à communiquer avec mon bureau. Notre équipe est là. On peut vous aider à faire face à beaucoup de situations ou vous référer aux bonnes personnes si besoin est. C'est ce qu'on fait et je pense qu'on l'a bien fait depuis le début. Profitez-en, faites vos vœux pour, l'année, 2021. Ça va faire, finalement notre conclusion, Luc Berthold. Ben, mes vœux, c'est des vœux de bonne santé à tout le monde. Que l'année 2021 soit meilleure que 2020. On voit la lumière poindre au bout du tunnel. Il reste encore beaucoup de zones de turbulence à traverser, mais j'ai confiance qu'on va commencer à voir la lumière, puis on va sortir de là si on peut avoir accès à des vaccins dans un avenir assez rapproché. Ben, merci beaucoup à vous, Luc Berthold, de nous avoir donné, tant de temps, également. On a le temps un peu plus, hein, en confinement aussi, hein? Ben, merci Merci. beaucoup, Lydia. Ça a été très agréable. Merci et bonjour à tout le monde. Au revoir. Alors, Au revoir. c'était Luc Berthold, donc député de Mégantic-l'Érable. Alors maintenant, suite à ces vœux du député conservateur Luc Berthold pour l'année 2021, eh bien, c'est à notre tour maintenant, l'équipe de la TVCE. Toute l'équipe vous souhaite une bonne année 2021. Et la semaine prochaine, ce sera au tour du député Éric Lefebvre à venir faire ses vœux ici même sur nos ondes. À la semaine prochaine.